Alors, il est toujours difficile, voire même à sa peu d'un point de vue intellectuel, de présenter en quelques lignes les positions relatives à l'intérêt et la nécessité d'aller à la conférence nationale souveraine, quand la litanie est longue de raisons qui justifient l'impérieuse nécessité de la tenue des assises. Mais mon propos à ce effet n'est pas de lister ici, ni de détailler de manière exhaustive de telles raisons, mais simplement de souligner brièvement et rapidement les enjeux et les défis qui rendent inévitable la tenue de la conférence nationale. Pour bien évaluer la portée de ces enjeux et de ces défis, il me semble qu'il faut exposer les traits essentiels qui peuvent soutenir une telle exigence démocratique. Il convient donc d'exposer sommairement les éléments qui en soutiennent l'urgence. C'est l'objectif de la première partie de mon exposé, que j'ai opportunément intitulé l'état des lieux du Gabon. Mais cette première approche ne suffit pas à elle-même. Il faut pouvoir justifier l'exigence de la tenue d'une conférence nationale souveraine. Il faut démontrer en quoi la dite conférence nationale ne constitue pas un simple adjuvant aux concertations habituelles, mais est au service de la construction d'un pacte social rénové. J'exposerai donc brièvement, dans la deuxième partie de mon propos, le projet de la conférence nationale en tant qu'instrument essentiel de la fondation de la démocratie et le renouveau d'une république en souffrance. Quel Gabon. Sur l'état des lieux de la situation de crise, encore une fois, mon propos n'est pas ici de vous assommer par un catalogue de choses précises que chacun sait par ailleurs, mais de faire le compte de ce qui repose sous le catafalque. Je voudrais simplement prendre quelques exemples édifiants qui expliquent la crise ouverte que chacun de nous peut observer. Chacun de nous convient que la crise qui secoue le Gabon est d'abord une crise morale. La manifestation la plus spectaculaire de cette crise morale s'illustre certes dans la question du refus épidermique de la transparence électorale, mais aussi du refus de la transparence dans la conduite des affaires publiques. Or, la force d'une démocratie repose sur le principe de transparence. S'agissant de la compétition électorale dans une république, ce n'est pas par le vote des électeurs, c'est par le vote des électeurs, par le suffrage universel, que s'exerce la souveraineté et que s'acquiert la légitimité par l'acceptation des citoyens de se soumettre à une autorité librement consentie. On ne peut pas, à cet égard, continuer durablement à mépriser le vote des populations et espérer, dans le même temps, qu'elles continuent à se soumettre à une autorité qui ne provient pas de son libre consentement. Les deux ne vont pas ensemble. On sait depuis Jean-Jacques Rousseau que sur le plan des principes, toute loi que le peuple n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi, c'est un mensonge. C'est ce que nous enseignons. Et c'est ce que toutes les démocraties du monde adoptent. Or, il est impossible en pratique, et l'histoire est là pour en témoigner, de construire un pays sur la base du mensonge. Quiconque dénie à ses concitoyens le droit d'avoir accès à la vérité, traduit la République, en faisant bon marché des principes élémentaires de la démocratie. Parce que l'âme d'un pays, d'une nation, et le socle de l'état de droit, la Constitution doit être stable et fiable. Or, ce qui nous sert de Constitution au Gabon ne remplit aucune de ces caractéristiques. Au fil d'insistantes révisions dictées par le seul calcul de confisquer le pouvoir, la Constitution gabonaise est tout sauf un texte qui donne l'égalité des droits, qui défend la justice, le libre, qui protège la propriété et la famille. Au contraire, son application et son interprétation personnelle par le juge qui est en principe chargé de la faire respecter, en fait un instrument qui protège le privilège du régime, qui justifie l'existence de féodalité et la société ordinale de privilèges d'indus, dit dans plein d'autres pays. Alors que la Constitution doit être pour le peuple une garantie dirigée contre la tyrannie des pouvoirs héréditaires, elle est au contraire considérée au Gabon comme l'instrument de légitimation de tous les abus du prince et des actes contre le peuple.
le père de la démocratie athénienne, martelait que la cité est bien gouvernée quand les citoyens obéissent aux magistrats et que les magistrats obéissent aux lois. Mais il faut entendre par loi ici la règle de droit. À cette heure, la Cour constitutionnelle gabonaise et les autres institutions de la Constitution, comme par exemple le Conseil national de la communication, sont totalement discréditées et n'ont plus aucune légitimité autre que celle qu'elles se donnent elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions qui flottent sur le corps social sans jamais le toucher, ni même le pénétrer en profondeur. Face à cette situation, la question qui se pose est: doit-on tourner la tête et continuer notre chemin en espérant que les choses changeront d'elles-mêmes? La réponse est évidemment non. Mes chers amis, l'état de droit, c'est une promesse que nul ne peut accuser, arrêter ou détenir sans que dans les cas déterminés par le droit, selon les principes de procédure équitable et non pas par l'arbitraire des juges qui reçoivent des ordres venus d'ailleurs. L'état de droit, c'est la promesse que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sans autre entrave, sans idéologie, et les atteintes prescrites par le droit dûment constatées par le juge. L'état de droit, c'est la promesse que la force publique est instituée pour l'avantage de tous, et non pas pour l'utilité politique de ceux à qui elle est confiée pour de basses manières d'intimidation et de repression d'adversaires politiques. La question qui se pose est: notre pays obéit-il à cette promesse? La réponse est non. Bien au contraire, on observe chaque jour un rétrécissement du champ des libertés, des droits visant à exclure et à priver des parties entières de la population gabonaise de participer légitimement au débat public. C'est le cas, par exemple, de l'ordonnance 009/PR de 2011, modifiant complètement et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Il en est de même du principe qui soumet à la création des partis politiques ou de n'importe quelle autre association, tout comme le droit de s'exprimer librement, de manifester publiquement et pacifiquement, dépend exclusivement de la bonne volonté ou pas de vos adversaires politiques, de leur pouvoir discrétionnaire. Dans ces conditions, on n'oserait parler de pluralisme. Comment peut-on jouir effectivement de ces libertés publiques reconnues si leur exercice est soumis à la discrétion des adversaires politiques? Qui oserait croire que l'alternance démocratique serait possible dans de telles conditions? Chacun le sait, et l'on n'a pas attendu que le président Obama nous dise que la force d'une république, j'allais dire plus généralement de l'État d'ailleurs, repose sur les institutions fortes, solides, neutres et impartiales. Une institution n'est pas forte parce qu'elle asphyxie, étouffe et oppresse les citoyens. Une institution est forte parce que c'est une institution capable de résister aux pressions de toutes sortes pour protéger l'intérêt général. Or, dans notre beau pays, l'État, au sens sociologique et administratif du terme, est un corps mort, un corps privatisé, qui a disparu derrière l'épaisseur des ambitions personnelles de ceux qui étaient temporairement chargés de le conduire à bon port. Ces individus ne font plus qu'un avec l'État, et l'État est devenu eux-mêmes personnifient l'État. Une telle confusion est le signe certain de l'arbitraire, de l'injustice et de l'impunité. D'ailleurs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui semble-t-il est incorporé dans notre Constitution, considère pourtant que tout État dans lequel cette séparation des pouvoirs n'est pas effective, la théorie effective, n'en possède en réalité pas de constitution. Dans le langage d'aujourd'hui, on traduirait constitution par État de droit, c'est-à-dire un État qui respecte les règles, qui a pris l'engagement devant le peuple et le concert des nations de respecter. La force et l'efficacité d'une démocratie, c'est le mérite, c'est l'égalité. Or, chacun sait que dans notre admirable pays, ce ne sont pas le talent et la vertu qui font des carrières,
et les hommes de la faveur du prince, qui a rétabli la pénalité des charges à travers la floraison de structures et des postes qui font office de vrai gouvernement et qui ne sont contrôlés par aucun contre-pouvoir, aucun citoyen, pas même les gens dont c'est la mission en théorie, et qui n'ont d'autre utilité que de casser les courtisans unis par le mépris du principe selon lequel tous travaillent méritent salaire et de détourner les fonds publics, faisant voler en éclats les aspirations collectives. La question qui se pose est, pendant combien de temps devons-nous continuer à fermer les yeux sur le malaise d'une société dont le moteur de l'organisation politique, sociale, administrative, économique est la patente agro-linguistique? Mais rassurons-nous, la crise aiguë de nos institutions n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Cette crise se résume simplement au fait que les institutions ne poursuivent pas les buts d'intérêt général, mais visent plutôt à autoriser de façon permanente la survie d'une famille d'un clan à la tête de l'État. La question qui se pose est, devons-nous continuer à le tolérer sans réagir? Dans cet inventaire sommaire des ingrédients d'effondrement de la crise, il est inutile que j'aborde la question de la misère dans notre pays si riche, si prospère. C'est juste un don des honneurs pour notre pays. Et l'une partie importante de la crise actuelle y puise sa source. On le voit, le Gabon est un pays démoralisé, malade, gangréné par la misère et anesthésié par la peur du lendemain. La République est en souffrance partout. Oui, le Gabon est en faillite. Comment le pays pourrait-il, dans ces conditions, décoller sans un débat public sérieux qui tienne sans phare les choix primordiaux des citoyens et de leurs instituts et de leurs soins? Justement, l'objet de la conférence nationale souveraine est de reconfigurer notre pays, livré à des baronnies qui le pressurent et le laissent en jachère, sans horizon, sans perspective, sans espoir, simplement condamné à tourner en rond, à errer dans le désert. Mais comme nous sommes un pays de forêt, je devrais dire à errer dans le bois et dans le sol. La question est, jusqu'à quand? Nul besoin de forcer le trait. Il suffit de prendre la mesure de quelques exemples que je viens de vous exposer pour s'accorder sur la nécessité pour notre pays de s'interroger sur lui-même. Il lui faut donner des raisons d'espérer en dissipant les incertitudes et les brouillages qui planent au-dessus de nos têtes. Face à cette grave crise qui marque une béance profonde entre les uns et les autres, il est temps de proposer aux Camerounais une nouvelle donne dans la mesure où c'est tout bonnement la survie du corps social qui est en jeu. Pourquoi la conférence nationale souveraine? Parce qu'il est impossible de faire quoi que ce soit de sérieux à ce jour, dans notre pays, sans le souffle, sans la spiritualité, sans lui donner un supplément d'âme. Pourtant, que de réticence pour accepter cette évidence. Ces attitudes sont en recours de la cohésion nationale et du jeu démocratique, passant le temps du dialogue n'est jamais un temps inutile, au contraire, c'est un temps efficace. Et il est douteux que l'on puisse faire l'économie